Alors le génois, le patara, la trinquette, la drisse, l'écoute, la grand voile, la balancine. Ah déjà je bug. Les lazy jack, les lazy bag, le bimini. Alors je m'appelle Guillaume Néry, j'ai 38 ans et je suis un apnéiste spécialiste de l'apnée en profondeur. Dès que Alex m'a parlé il y a plusieurs mois de cette idée de traversée, tout de suite j'ai pas hésité une seconde, sans même savoir quel allait être mon calendrier, j'ai dit je veux venir. Pour quelle raison? Parce que la Polynésie a pris une place très particulière pour moi dans mon cœur, j'y retourne chaque année depuis plusieurs années. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je rallierais ces îles du Pacifique de la manière la plus noble, un peu comme un apnéiste qui plonge de la manière la plus noble, en bateau, en traversant la moitié du Pacifique. Je pense qu'une traversée comme celle-ci ne peut pas être un long fleuve tranquille, sans aléas, sans jours un peu plus difficiles. Je n'avais pas de crainte particulière. Je savais que j'allais rentrer dans une communion avec ce moment. Je savais très bien qu'elle allait avoir des moments plus difficiles que d'autres. Une espèce de grisaille un peu aujourd'hui. D'un côté c'est agréable qu'il fasse gris parce qu'on est un peu moins chaud. Mais de l'autre ça a ce petit côté mélancolique du gris. Mais j'avais cette intuition que j'allais très bien le vivre et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pour moi ça a été un plaisir immense, un moment d'introspection. Alors même si on était 4, qu'on a beaucoup échangé, qu'on a beaucoup parlé, on se retrouve quand même très souvent seul avec nous-mêmes et surtout sans aucune distraction, sans aucune agression du monde extérieur. On est dans une espèce de tête-à-tête avec la nature, mais une nature presque monotone. C'est du bleu, c'est du ciel bleu, c'est des nuages blancs et puis ça s'arrête là. On n'arrête pas de dire qu'on voit la vie en bleu et en blanc ici. Voilà, la preuve, hein. Un t-shirt bleu, là il y a du bleu, il y a du blanc, la cabine est blanche. Le ciel passe sans cesse entre le bleu et les nuages blancs. La mer est bleue avec de l'écume blanche, diatomée, elle est dominante de bleu et de blanc. Et donc c'est vrai qu'on voit la vie en bleu et blanc. Ce dépouillement de l'environnement amène finalement la naissance de quelque chose de très profond intérieurement, amène une forme de créativité, permettent aux pensées d'aller beaucoup plus loin, parce qu'elles ne sont pas interrompues, parce qu'elles ne sont pas polluées par des distractions extérieures. Et j'ai vécu ça un peu comme un espèce de grand moment de méditation, où je me sentais à ma place. Ce que j'ai préféré globalement dans cette traversée, ça a été la simplicité avec laquelle on est rentrés tous dans une espèce d'harmonie déjà collective entre nous, très simple, qui se passait presque de mots, et une harmonie avec les éléments. On a vraiment développé un rythme et une vie en adéquation avec des choses élémentaires dont on est coupé dans notre quotidien. Le lever du soleil, les heures de lever, les heures de coucher, observer la lune, voilà, la lune montante, la lune qui décroît, les étoiles, s'orienter avec les étoiles. C'est des trucs tout simples, mais qui font partie, je pense, d'un instinct animal qui est en nous, que je pense qui a toujours été là chez beaucoup d'êtres humains, et qui s'est perdu avec notre quête de confort, de progrès, notre urbanisation. Et là, se retrouver en plein milieu de rien, tout naturellement, on renoue avec ça. Je sens que j'ai abandonné pas mal d'habitudes, de réflexes que j'ai laissés à terre et voilà, c'est une autre logique qui s'installe. On sent une métamorphose qui est en route là, tout doucement, dans les rythmes, on trouve chacun nos marques. Moi ça y est, je commence à m'habituer à ce rythme d'écart, à ces quarts à faire en solitaire, le soir, tranquillement. J'appréhende plus du tout de me réveiller la nuit après seulement 2 ou 3 heures de sommeil. J'ai vraiment aimé tout au long de ce voyage cette transformation, cette métamorphose.
et ce retour à voilà, cet essentiel. Quand tout le monde dort et que le soleil se lève, j'adore être seul sur l'océan et regarder les premières lueurs du jour, regarder la nuit qui s'enfuit, chassée par le jour, c'est un sacré privilège. Quand on était dans cette absence de vent, on était dans la crainte que ce vent ne vienne jamais. Et puis quand le vent est arrivé, il y a une petite partie de nous qui était content, mais une petite partie qui regrettait ce calme du silence du poteau noir. Et là, après coup, je me dis, punaise, on aurait pu mieux en profiter en sachant que le vent allait arriver. Mais voilà. Mais on a du mal à être dans le présent. On est dans la projection d'un futur qui n'existe pas, on est dans le regret d'un passé qui n'est plus. Alors c'est une grande école, un grand enseignement que cette traversée. On compose avec les éléments. Il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Il y a du vent, on avance. On essaie de faire en sorte d'utiliser les éléments pour se propulser. Et c'est bien plus doux qu'un moteur où on passe en force. J'ai adoré ce rapport avec le bateau. J'ai adoré réaliser qu'un bateau, c'est comme un être vivant. Hein. C'est ce que écrit Moitessier dans La Longue Route. Cette omnie est assez impressionnante pour ça parce que des fois il y a quelques nœuds de vent, 6, 7, 8 nœuds, et puis le bateau arrive quand même à avancer minimum au moins à 5 nœuds, mais sinon on est quand même globalement à 6, 7 des fois, 8 quand vraiment on carbure. Finalement, vivre sur un voilier, c'est un peu sur une toute petite échelle, parce que l'humain vit sur la planète. On quitte la Terre et puis on se retrouve avec une réserve limitée en eau. On se retrouve tributaire des éléments de l'énergie extérieure, le vent, le soleil. On embarque aussi une quantité de pétrole, de gasoil, avec lequel on va pouvoir recharger nos instruments de navigation, le frigo. On a une quantité de nourriture. Et tout ça, c'est un écosystème. Et on doit apprendre à gérer cet écosystème pendant une durée déterminée. Et finalement, quand on prend du recul et qu'on regarde comment nous, êtres humains, vivons avec notre environnement, et ben, je trouve que c'est une leçon assez extraordinaire de se rendre compte qu'il faut apprendre à gérer, que rien n'est illimité, qu'il faut être extrêmement humble avec ce qui nous entoure parce qu'on est un peu des passagers, on est tributaires de grandes choses qui nous dépassent. Et l'expérience de la voile, je pense, est très formatrice pour ça. Les mains! Il y a la première petite île, on la voit là, qui se détache là, qui est un peu brillante. Ouais. Ça c'est la petite île qui est là. C'est le Motu Hane. Ça fait des années, et notamment avec les voyages en Polynésie, que je me dis waouh, un jour je voudrais avoir un voilier. Mais en réalité, il y a un truc qui me freine, c'est ce temps passé à l'entretenir et à le bricoler. Est-ce que ça peut désamorcer maintenant on n'a pas vraiment gîté là. Est-ce que c'est plutôt une fuite quelque part dans un tuyau, dans un truc? Et au niveau du, tu vois, il y a l'embout là qui remonte. Tout là. T'as regardé la base de ça? Ouais. C'est là où tu vas en mettre. Ouais, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire vivre un peu ce fantasme en allant faire un tour en Corse avec une copine, avec Anne qui devait être avec nous sur le bateau pendant 10 jours. Chaque fois ce sont des expériences géniales, en Antarctique avec Alex. Et en fait à chaque fois, l'expérience de la voile, je la trouve absolue. Elle est l'équivalent de ce que peut être le vélo sur terre. J'aime faire des grands voyages en vélo. Là où la nage c'est l'équivalent de la marche. Donc moi j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup faire du vélo. Et la voile, quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Il faut que j'arrive à faire sauter cette peur de mettre les mains dans le cambouis. Comme je ne suis pas un bricoleur à la base, pour l'instant c'est ça qui est encore le dernier verrou. Ouais, on sera aussi proche de la pointe nord du Pérou que de Acapulco, qui sera la ville mexicaine la plus proche, et que les Marquises.
Donc on pourra dire qu'on sera au point le plus éloigné de la Terre à ce moment-là. Et ça c'est quand? D'ici 2 jours environ, ouais. 2 jours, à peu près à l'heure de l'apéro, ce serait un excellent truc à fêter. J'ai utilisé cette traversée dans le Pacifique pour avoir du temps précieux et du temps de qualité pour pouvoir écrire. C'est un livre qui va s'appeler probablement, ça peut toujours changer au cours de rédaction, mais Le lien aquatique. Et l'idée c'est de pouvoir explorer ce lien qui existe entre l'homme et l'eau, au travers de mon expérience évidemment. Ça vient développer et on va rechercher profondément en nous des ressources que l'on n'est peut-être pas capable de développer quand on a tout le confort habituel. Ah putain, vous voyez plus. One Day One Picture, c'est un projet photographique, parce que je suis un grand fan de photos, je suis un photographe complètement amateur, mais très passionné depuis une quinzaine d'années. Et comme je suis un homme de défi aussi, un jour j'ai voulu associer cet amour de la photo avec l'amour du défi. Et donc m'est venue cette envie de ce projet, donc de un jour une photo. L'idée elle est simple, hein, c'est que chaque jour, entre minuit et puis minuit du jour suivant, je dois prendre une photo et en sélectionner une. Les gens peuvent écrire sans problème, on peut relever les mails tous les jours ou tous les 2 jours. Texte only. Ouais. Comment il va faire avec One Day One Picture? C'est ça la question au final. Il a prévenu, ouais. Le 28 mars, il va y avoir inondation de... Et donc là, si tu vas vraiment le faire, c'est-à-dire que chaque photo sera prise un jour différent. Ah oui, bah oui. J'ai jamais triché. T'as jamais triché? Jamais. Ouais. Bah, des fois en mettant des photos de merde, mais... Ça c'est pas tricher, c'est le meilleur. Des fois c'est juste là, 1 ou 2 fois où putain il est 22h, j'ai rien. Oh, et je pars dans le quartier, je vais me promener. Ah ouais? Ouais, j'ai fait 2 fois là. Mais ça t'oblige à être créatif, c'est génial. C'est génial. Bah ouais. Tu prends toi l'iPhone en général ou pas spécialement? Jamais à l'iPhone, que à l'appareil photo. Ce qui me motivait au-delà de ce défi créatif, c'était aussi de raconter un quotidien avec une image, de la manière la plus simple possible. Et surtout, a posteriori, pouvoir me retourner en arrière et puis voir ce fil qui est tracé. Voir ce fil qui se dessine d'une vie finalement, qui s'écoule au rythme de chaque photo. Je sais pas si je me mets là. Alors moi j'essaie de faire attention à ne pas avoir le truc blanc pour... Allez, hasta la vista.